Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. J'ai de plus en plus de peine à dire Morning Bull Live vu ce qui est en train de se passer sur les marchés financiers. On est mardi et on est déjà au fond du bac. On pensait que la semaine dernière était vraiment pourrie, mais visiblement celle-ci elle est bien partie pour nous faire assez plaisir. Ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'on s'est fait de nouveau démonter hier, hein, donc il n'y a pas eu de prisonniers. Hein, la plupart des indices européens étaient en baisse de entre 2 et 3%, plutôt vers les 3 que vers les 2. Et puis aux États-Unis, alors c'était la cata, le S&P 500 termine en dessous des 4000, psychologiquement ça fait super mal. Le Nasdaq est clairement entré en bear market et on est inquiet partout dans tous les sens et il n'y a absolument plus aucun endroit où on peut se planquer. Il y a absolument toutes les asset classes qui se font littéralement massacrer. Le meilleur truc à faire en ce moment, c'est pratiquement s'asseoir sur ses mains, tout vendre et puis regarder ça de très très loin. Bon, ça c'est encore une grande théorie, mais en gros, c'est vrai qu'on est dans un mode absolument catastrophiste. Pour l'instant, je dis bien, les futurs sont en train de repasser dans le vert. Alors, on va pas parler de rebond parce que ce serait un petit peu présomptueux d'aborder ce sujet aussi tôt ce matin. À 3h du matin, quand je me suis levé, les futurs étaient en baisse de 0,4%, ils sont en hausse de 0,4%, donc on voit quelque chose, énormément de volatilité, et les gens ne savent plus trop quoi penser, et on parle toujours et encore des mêmes choses, le ralentissement économique, l'inflation, et cette douce relation entre les taux d'intérêt et justement ce ralentissement économique. Aucune des raisons de la baisse hier, parce qu'il faut toujours qu'on puisse justifier pourquoi ça a baissé hier, eh bien c'est la Chine. Effectivement, il semblerait que la Chine ralentit de plus en plus. Les derniers chiffres économiques qui viennent de là-bas ne sont pas bons. L'inquiétude est de mise. Effectivement, ils confinent tout le monde pour 400 cas de Covid sur tout le pays. Donc forcément, ça ralentit. Il y a un stress général qui se pose là-dessus. D'ailleurs, dans la foulée, eh bien, on a démonté le pétrole. Parce qu'effectivement, vu que les Chinois ne vont plus jamais faire le plein d'essence, plus jamais prendre l'avion et que ça va être pareil en Occident dans les prochains mois, forcément, il va y avoir un ralentissement. Donc, plus jamais personne n'achètera le pétrole, ce qui justifiait le repli du baril de 110 $ à quasiment 101 $. Donc, je vous encourage à vous précipiter pour faire le plein aujourd'hui. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, en tous les cas, grosse pression vendeuse, grosse peur du ralentissement. D'ailleurs, ce matin encore, si vous regardez le FT, eh bien, la Fed disait ce matin, oui, si on monte les taux, il se pourrait que ça pose des problèmes de ralentissement à l'économie. Sans blague. Alors ça, on n'avait pas compris parce que dans nos cours d'économie à l'école, ils nous avaient pas expliqué ça comme ça. Donc voilà, merci à la Fed de nous préciser aussi que l'eau, ça mouille. Et donc, ça fait toujours plaisir de le savoir. Donc du coup, on est dans un mood assez négatif, ralentissement économique. Aïe, 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 ça fait très très peur. Et donc les sanctions se ressentent un peu partout sur tous les assets classes. Alors vous le voyez, le S&P 500 est en baisse de 17,5% ou quelque chose comme ça depuis le début de l'année. Le Nasdaq est en baisse de 23% et des poussières depuis le début de l'année et puis depuis les plus hauts surtout. Hein. C'est notre référence de base quand on parle de bear market, c'est les tops du marché. Donc quand on prend le top du marché et qu'on enlève 20%, et bien quand on est en dessous de ces 20%, on est en bear market. Alors, le Nasdaq y est déjà et on le voit très bien puisqu'il y a quand même des méga compagnies technologiques qui se sont fait littéralement détruire ces derniers jours. En 3 jours, les big names, les GAFAM comme on les appelle, en 3 jours, ils ont perdu 1000 milliards de market cap. Juste pourquoi ? Bah pour pas grand chose en fait, parce que quand on regarde de nouveau les chiffres de Microsoft, on a de la peine à comprendre pourquoi tout d'un coup il faut tout vendre. Même chose sur Apple. Mais enfin, visiblement, c'est plus la mode. Ralentissement économique dont tout le monde est en train de sortir massivement de tout, n'importe comment et dans tous les sens. Et ça se ressent vraiment partout. Quand on parle de bear market, eh bien, donc on a ces 20% de correction depuis les plus hauts et qui nous disent à partir de là, on est en bear market. Alors, il faut quand même juste savoir un tout petit peu qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de bear market et qu'est-ce qu'il faut s'attendre par rapport à ça. Donc, la règle des 20%, c'est mesuré depuis le top jusqu'à 20% de correction et c'est ça le seuil d'entrée du bear market. Donc, entre 10% et 19,99%, c'est une correction. En dessous, c'est un bear market. Donc, c'est le cas pour le Nasdaq, c'est pas le cas pour le S&P 500. En tout cas, pas encore. Il faut savoir historiquement parlant que depuis 1928, il y a eu grosso modo 28 bear market, ou ça dépend comment on les calcule, mais en gros 28 bear market depuis 1928. Donc pratiquement depuis 100 ans, on a vécu une trentaine de fois un bear market. En moyenne, les actions,
perdent 36% dans un bear market et en gagnent 114 dans un bull market. Il y a donc de l'espoir, parce que quelque part, si on reste investi suffisamment longtemps, ça veut dire qu'on va largement se refaire. Maintenant, il faut dire que c'est en moyenne. Et quand on regarde ce qui est en train de se passer en ce moment dans les marchés, eh bien, c'est un petit peu plus que ça. Parce que quand vous regardez, effectivement, il y a des titres qui perdent 10, 15, 20, 30%. Mais vous en avez d'autres qui sont en train de se faire littéralement laminer. Et ça touche surtout les high growth stocks, enfin les hyper croissants, les titres d'hyper croissance qu'on a beaucoup aimé ces derniers temps. On peut citer quelques noms au hasard. Coinbase, sorti à 250 $ en IPO au mois de novembre, monté à 400 $ directement derrière. Ça vaut 83 $. Ça va comme correction. Rivian, sorti à je sais plus combien, 80 $, monté jusqu'à 180 $. Ça vaut 22. Là aussi, pas mal. Rivian, au passage, on notera qu'ils ont terminé leur black period. Donc ça veut dire que les investisseurs qui étaient dedans avant l'IPO commencent à avoir le droit de sortir depuis dimanche soir. Ça tombe bien parce que Ford, ils ont une participation comme ça et ils ont décidé de sortir. Donc Rivian est à 22 $ et ils publient leur chiffre mercredi soir. Ils ont intérêt à pas se planter parce que sinon ça va à 10 ce machin. Donc du coup, on a une grosse pression vendeuse sur tous ces titres d'hypercroissance. Des corrections qui ont été quand même massives un petit peu partout. Donc il faut faire attention. Cette règle des 36% dans un bear market, c'est une moyenne. Après, il faut positiver parce qu'on va quand même essayer de trouver les choses positives dans cet environnement. Il faut quand même savoir qu'un bear market a tendance à être très court. Très court. Tout est relatif, mais c'est toujours trop long bien sûr, mais en gros c'est 10 mois, grosso modo 289 jours en moyenne où on rentre dans ces périodes pourries. Et puis de l'autre côté, les bull markets ont tendance à être beaucoup plus longs puisqu'en moyenne c'est 2,7 ans de hausse là-dessus. Donc du coup, eh bien, il y a quand même cette notion encore une fois que sur le long terme, eh bien, c'est toujours les bulls qui gagnent. C'est comme ça, c'est pas moi qui l'invente. Si vous regardez simplement le graphique de n'importe quel indice depuis 150 ans, allez, 110 ans, même 100 ans, eh bien vous verrez que de toute façon, tendanciellement, ça monte. Je parle des indices, je parle pas de certains titres individuels. Il faut noter aussi que un bear market, ça arrive tous les 3,6 ans. Enfin, en gros, tous les 3 ans et demi, on a une correction, un bear market qui se met en place. En moyenne, de nouveau, on parle toujours de chiffres en moyenne. Alors pour ça, eh bien c'est intéressant à savoir, mais là tout de suite aujourd'hui, ça nous fait une belle jambe parce que on est en plein dedans, donc on verra ça pour plus tard, mais on pourra se souvenir quand on aura fini ce bear market et qu'on sera de nouveau dans un bull market, on pourra se dire qu'attention, en moyenne, dans 3 ans et demi, ça risque d'être de nouveau un petit peu plus compliqué. Puis alors, vu que c'est toujours des moyennes, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces 100 dernières années, eh bien avant la guerre 39-45, on avait des bear markets beaucoup plus fréquents. C'était à peu près tous les 1 an et demi. Et puis, depuis la guerre 39-45, depuis la fin de la guerre, eh bien, finalement, c'était tous les 5 ans, en moyenne, 5 ans et demi, qu'on avait un bear market. Donc, grosso modo, ça a changé. Ça peut s'expliquer aussi par le fait que la croissance mondiale s'est clairement accélérée après la guerre. Donc, du coup, ça rassure un petit peu tout ça. Mais pour l'instant, de nouveau, ce ne sont que les statistiques. Mais c'est important quand même de comprendre et de saisir le fait qu'aujourd'hui, un bear market, c'est pas pour toujours. Et puis qu'il faut aussi savoir vivre ces périodes puisque ça arrive malheureusement. Aujourd'hui, eh bien, notre préoccupation principale, bien sûr, c'est cet équilibre entre les taux qui montent et le ralentissement économique potentiel. Et donc, on est toujours dans ce stress qui peut nous faire et qui nous fait très peur. Là, les gens n'hésitent plus à parler de stagflation, donc croissance molle avec inflation trop haute. Il y a 2-3 articles quand même qui commencent à dire qu'il y a des signes de ralentissement au niveau de l'inflation. C'est un peu les seules nouvelles positives qu'on arrive à trouver dans les médias aujourd'hui, parce qu'autrement, alors au niveau des titres catastrophistes, il y a à peu près tout ce que vous voulez. Pour être très franc, quand je regarde la performance de certaines boîtes et ce qui s'est passé juste hier, ou bien des corrections massives, on reprend Coinbase. Coinbase en 3 jours, 35% de correction. Ça me rappelle quand même furieusement une période qu'on appelait la bulle Internet. Donc là, on est un peu en train de vivre ce qu'on a vécu en l'an 2000 sur les hyper growth stocks, les titres d'hyper croissance. On est un peu en train de vivre ça également sur les crypto-monnaies. Alors les crypto-monnaies ne sont pas immunisées dans cette correction massive puisqu'on ne fait pas de prisonniers, on massacre les bonds, on massacre les métaux, on massacre même certaines matières premières. On l'a vu avec le pétrole hier.
Mais alors surtout, on s'est fait énormément plaisir sur le massacre du Bitcoin. Alors là, la sanction est terrible, hein, c'est 1600 milliards de capitalisation qui se sont volatilisés depuis les tops du mois de novembre sur les crypto-monnaies. Le Bitcoin est au plus bas des plus bas pour l'instant, parce qu'on a frisé, on a tapé en dessous des 30 000 durant la nuit, sauf erreur. Donc il y a vraiment une grosse pression sur les crypto-monnaies, et plus personne n'a l'air d'en vouloir pour le moment. Donc il y a une débandade totale qui est en train de se produire. Il y a même monsieur Mark Cuban qui disait hier aux États-Unis que les cryptos étaient en train de vivre ce que le Nasdaq, ce que les tech stocks, ce que les internet stocks ont vécu justement l'an 2000. Il y a des parallèles qui sont en train de se faire, encore une fois, dans cette thématique-là. Donc c'est très, très, très douloureux. Et là, de nouveau, on a vu Coinbase qui se fait démonter, mais vous avez aussi l'exemple de MicroStrategy. Alors, MicroStrategy, on en a déjà parlé dans cette émission. Ça reste quand même une société qui finalement est passée de la technologie à avoir plus que du Bitcoin dans son portefeuille. Alors forcément, quand vous avez votre bilan, votre performance qui est évaluée simplement parce que vous avez un holding en Bitcoin, eh bien quand le Bitcoin il se fait démonter de plus de 55% depuis les tops, eh bien le titre a perdu plus de 75% chez MicroStrategy. On ajoutera aussi au fait que MicroStrategy a quand même annoncé que si le Bitcoin allait en dessous des 21 000, ils auraient des appels de marge qui les forceraient à vendre. Donc ça va pas forcément arranger les bidons. On va quand même noter au passage, pour la bonne nouvelle au niveau du Bitcoin, parce qu'il y a quand même des gens qui y croient encore, eh bien le Salvador a racheté des Bitcoins dans la baisse ces dernières heures. Parlons encore un petit peu de Tesla et de Twitter. C'est assez imbriqué ensemble, forcément, puisqu'ils ont une personne en commun, monsieur Elon Musk. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que comme tout le marché est en train de se faire littéralement démonter, le seul truc qui ne baisse pas en ce moment, c'est Twitter. Et même, encore mieux, Twitter, c'est à 48$ et le takeover est annoncé à 54$. Donc, il y a même pratiquement un argent garanti à faire. Presque garanti. Donc, du coup, on se dit, au moins, il y a un truc qui baisse pas. Le seul problème dans tout ça, c'est que les experts, les analystes, le monde merveilleux de la finance et des stars de la finance ont fait des calculs dithyrambiques durant la nuit et arrivent à la conclusion qu'aujourd'hui, si on n'avait pas le takeover sur Twitter, Twitter vaudrait 37% de moins. Alors je ne sais pas exactement d'où est-ce qu'ils sortent leurs 37%. Est-ce qu'il y a une interpolation entre Facebook, Snapchat, je ne sais pas trop quoi, mais en tous les cas, visiblement, si Musk n'était pas là, Twitter vaudrait 37% de moins. Qu'est-ce que ça peut nous dire ? Eh bien, ça peut nous dire tout d'abord que certains commencent à dire oui, mais peut-être que dans les conditions actuelles, Monsieur Musk pourrait venir renégocier le prix de Twitter. Forcément, vous êtes en train de payer un truc qui vaut beaucoup moins cher dans un environnement complètement différent. Alors, ce serait rigolo de voir Musk qui dit « Ah finalement, je paye 40% de moins. Vous êtes toujours d'accord ? Faites ton choix, camarade. » Donc du coup, il y a une petite crainte là-dessus. C'est aussi pour ça que le titre ne remonte pas derrière. Et puis, il y a une deuxième chose qui est assez angoissante ou stressante sur l'histoire de Twitter, c'est qu'oubliez pas non plus que monsieur Elon Musk a financé son deal sur Twitter avec ses actions Tesla. Tesla a perdu 30% ces dernières semaines et Tesla arrive à des niveaux techniques extrêmement délicats. Si Tesla vient à casser les 750 à la baisse parce que ce marché continue à déballer ces prochains jours, eh bien Musk va avoir un problème de financement parce qu'il doit vendre ses actions pour pouvoir continuer à financer Twitter. Donc il est très très riche, soit, il est très intelligent aussi. Donc ça paraît quand même un peu couillon finalement de balancer les titres de sa société d'automobile électrique pour pouvoir acheter un truc qui est très cher ou trop cher par rapport à l'environnement actuel. Donc on risque encore de parler un petit peu de cette histoire ces prochains temps et ça risque d'être assez sympa à observer. En tous les cas, si on regarde la correction qu'on vient d'avoir sur pas mal de titres et pas mal de secteurs ces dernières heures, eh bien, on a l'impression que Tesla, c'est celle qui n'a pas encore lâché. Donc il faudra faire attention. Là, on voit clairement sur le graphique que les 750, ça va être tricky zone. Si on arrive à tenir, tant mieux, parce que le marché peut-être essaye de rebondir. On voit aussi que la VIX est revenue autour des 38% et que ça fait depuis 2 ans, à chaque fois qu'on arrive dans la zone des 37-38%, c'est là où les gens commencent à racheter. Il faudrait un catalyste supplémentaire pour qu'on aille chercher des niveaux de vol au-dessus des 40, 45, voire 50%, une panique totale. La seule chose qu'on peut encore noter dans tout ça, c'est que le niveau de pessimisme de marché ou d'optimisme de marché n'a jamais été aussi
mauvais que depuis 2008, même plus bas qu'en 2008. Et autant vous dire qu'en 2008, le niveau de pessimisme était juste stratosphérique et qu'on avait tous envie de mourir. Donc du coup, là, on est à des niveaux pires qu'en 2008, pire que dans la crise des subprimes. Et on commence à avoir un tout petit peu peur par rapport à ça. Et puis, quand on parle de crise des subprimes ou de crise immobilière aux États-Unis, eh bien, on peut noter au passage que, par exemple, on a vu ces derniers temps une baisse massive de tout ce qui est bois. Alors, je rappelle pour mémoire qu'il y a un an, jour pour jour, le bois était au plus haut de tous les temps et on disait « Ouais, mais là, c'est fini, on n'arrive plus à trouver de bois, on peut plus évoluer comme ça, on peut plus construire. » Aujourd'hui, les taux sont en train de remonter et les gens les ont comme ça parce qu'ils ont peur de plus pouvoir payer leurs hypothèques. Donc, du coup, le bois, tout de suite, on en a beaucoup moins besoin et c'est en train de rebaisser aussi un petit peu. Donc, voilà, journée... Encore une de merde, hier, encore une fois n'est pas coutume, ça continue. Ce matin, on va voir un petit peu comment on arrive à réagir au milieu de tout ça. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir, mystère et boule de gomme. Ça reste un petit peu tendu, on sent vraiment que les gens ont peur, on sent vraiment que les gens n'ont pas envie d'acheter sur faiblesse. Et clairement, dans les graphiques que l'on peut observer, tous les graphiques que l'on peut observer au niveau des indices, les tendances baissières sont établies, on est dedans. Le S&P 500 devrait logiquement rentrer bientôt en bear market et quand il y sera, on pourra commencer à calculer nos 289 jours en moyenne pour savoir à quel moment on va en sortir. Voilà, aujourd'hui, il y aura pas ou peu de nouvelles très très intéressantes, mais faites quand même gaffe à deux choses. D'abord, il y a le ZEW en Allemagne et puis alors, si vous regardez la liste de tous les mecs de la Fed qui vont parler aujourd'hui, sauf Powell, je crois qu'il y a pratiquement tout le monde qui est de sortie. Je ne sais pas ce qu'ils ont, mais là, ils ont dû recevoir un bon de sortie. Ils ont le droit de parler entre aujourd'hui et mercredi soir. Ils sont tous en train de se lâcher. Donc, attention à ce que tous ces mecs-là pourraient nous dire. Il suffit qu'il y en ait un qui dise « Oui, mais moi, je pense que ce serait bien de monter les taux de 1% par meeting de la Fed. » Et ça pourrait avoir 2-3 conséquences. Donc, attention à tous ces gens de la Fed qui seront dehors. Et puis autrement, pour le reste, eh bien, il y a encore quelques chiffres, il y a encore des chiffres trimestriels. Et quand on voit comment ils sont tolérés, s'ils sont décevants, eh bien, on n'a pas fini de rigoler. En gros, ce soir, il y aura Coinbase après la clôture. Et quand on voit ce qu'on lui a mis dans la tronche ces dernières heures, soit c'est une bonne surprise et il va y avoir un short covering de folie, soit ça va continuer à taper très fort. Voilà, je vous souhaite bon courage parce que pour l'instant c'est très compliqué. Ça arrive, ça fait partie du jeu, hein, on l'a vu sur ces théories du bear market. Moi je vous retrouve bien évidemment demain matin, encore une fois, toujours fidèle au poste. D'ici là, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote Suisse, à liker cette vidéo. Et puis on se voit demain matin en pleine forme. Passez une très très bonne journée. Bye bye.